Sur le plan médical, je me souviens, j'avais des otites à répétition, avec douleurs très fortes et fièvre. J'avais des soins classiques uniquement. J'ai fait 2 fois la varicelle, une fois fort, une autre fois moins fort. Sinon, j'étais plutôt maigre, à la fois parce que j'étais toujours en mouvement, en action, dehors, et aussi parce que je ne mangeais que très peu. On me disait que j'avais un appétit de mognon. Mon frère m'appelait Potchuk, ce qui visiblement en ch'ti signifie haricot. Ou on disait aussi t'as la peau sur les os. Je pense aussi c'est peut-être parce que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Peut-être en partie par acquis de conscience. Et peut-être aussi de par mon accident de vélo et les soucis de mâchoire. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à cela. Et c'était peut-être aussi dans mon tempérament. J'ai commencé à grossir dans les 23 ans, lorsque j'ai vécu hors du logement familial, avec ma copine de l'époque. Peut-être par protection au niveau affectif, parce que c'était pas fameux comme relation. Bref, et puis je mangeais en plus grande quantité. Et je pense plusieurs facteurs sont aussi en cause dans le fait d'avoir grossi à partir de là. Dans mon enfance, et jusqu'à très tard, j'ai énormément souffert du manque de la partie de ma famille vivant en Basse-Normandie. Mon parrain, ma marraine, mes cousines, de qui j'étais très proche et avec qui j'avais un lien particulier. Je me sentais écouté, entendu, considéré, que j'avais une vraie place, que j'étais aimé, que j'étais important. Quand je ne comprenais pas un mot ou quelque chose, on prenait le dictionnaire pour m'expliquer avec précision, ou tout simplement on prenait le temps de m'expliquer les choses. Et puis mes cousines lisaient beaucoup et avaient une grande culture générale, s'informer. Mon parrain et ma marraine aussi étaient fort instruites sur beaucoup de choses. Et puis dès qu'il y avait un problème matériel, ou psychologique, ou relationnel, ou autre, ben, elles ne tardaient pas pour réparer ou s'en occuper, faire les démarches nécessaires. Il y avait un cadre, une certaine rigueur que je n'avais pas à la maison. Et j'en avais grandement besoin. J'avais besoin de ces repères-là. Et puis qu'on s'occupe vraiment de moi, qu'on m'aide quand j'étais en difficulté et qu'on entende mes points de fragilité. Puis sur le plan affectif, on avait un lien particulier et très fort. Longtemps, au cours de ma vie, j'aurais souhaité vivre avec elle. Et à la fois, je me disais peut-être, c'est parce qu'on habite loin, qu'on ne les voit pas souvent, que ça fait un lien plus fort. Peut-être si on habitait tout près et les voyait plus souvent, bah peut-être ça n'aurait pas donné cette qualité du lien et cette force de lien. Peut-être la vie n'aurait pas été aussi mieux que je ne le croyais. Quand cette partie de ma famille venait dans le Pas-de-Calais nous rendre visite et au reste de la famille, j'attendais impatiemment à la fenêtre. Je guettais avec hâte leur arrivée. Assis là sur le dossier du canapé, tel un oiseau sur un perchoir un peu, en réclamant plein de fois à quelle heure ils arrivent. Chacun de leurs départs était pour moi une énorme déchirure. Je chialais, j'avais le cœur très lourd, je déprimais durant plusieurs jours. C'était la même chose quand on allait en Basse-Normandie à leur domicile. J'avais hâte d'arriver. Je montais parfois les 15 étages à pied quand on arrivait là-bas, à l'époque d'Octeville, dans l'appartement. Pendant que mes parents, mon frère et ma grande sœur prenaient l'ascenseur, j'ai toujours en mémoire le décor des derniers kilomètres pour arriver là-bas. Quand on rentrait à la maison, à Gonnet, Pas-de-Calais,
Le départ était une déchirure, et de passer de belles bâtisses de la Normandie et de cette atmosphère, de ce paysage, à revoir à nouveau ces fichus briques rouges et bâtiments tout gris, le décor me semblait bien triste, bien fade. Plus on se rapprochait de chez nous, plus tout devenait bien fade et avide, déprimant. Je mettais aussi quelques jours à m'en remettre, à chialer pendant au moins 3 jours, et à déprimer pendant au moins une semaine, et de ne plus manger, de ne plus me laver du tout. Puis bon après, le cours de la vie reprenait, et je me réadaptais au quotidien habituel, et voilà, je retrouvais mes habitudes. D'ailleurs, mon goût pour l'écriture me vient de ce lien. J'ai d'abord commencé par correspondre via des courriers postaux. J'écrivais les nouvelles du quotidien et les petits potins de la famille. On s'échangeait des nouvelles par lettres postales, des choses simples et basiques. Et puis à un moment donné dans ma vie, j'ai commencé à écrire ce que je ne savais pas dire verbalement, ou que je ne pouvais pas dire, des choses difficiles et qui prennent aux tripes et suscitent des grandes émotions. Mon écrit s'est développé aussi en ce sens, et soit je jetais à la poubelle ensuite, ou je conservais ça bien planqué, jusqu'au jour où j'ai osé faire lire un de ses écrits pour la première fois à une personne. J'avais beaucoup de trac, un stress immense que de livrer mon intimité sur des violences vécues au travail. Et je ne sais plus les sujets exacts ensuite. Puis ensuite, j'ai commencé à écrire des poèmes, des textes avec des rimes, des textes avec la beauté et la pureté du cœur. Et fait lire timidement quelques personnes d'abord. D'abord une personne m'a dit: c'est très beau ce que tu écris, mais je croyais faire pitié, et qu'on me disait ça pour être gentil, pour me faire plaisir. Puis j'ai réitéré l'expérience avec d'autres personnes, et chaque fois on me disait que c'était beau ce que j'écrivais. Puis parfois même, mes textes faisaient pleurer, et créaient des émotions fortes. Et puis ensuite, l'émotion que j'y mettais dans mes écrits était vécue par qui lisait mes écrits. Je transcendais au travers de mes mots toutes ces choses qui me traversaient depuis mon cœur en écrivant. J'ai mis plusieurs années à bien vouloir accepter et entendre que les gens qui me faisaient des retours très positifs sur la teneur de mes écrits, ces gens étaient sincères. Ça n'était pas pour me faire plaisir, ni par pitié. Non, non, leur sincérité était bien authentique. Puis un jour, une personne dans ce métier d'écrire, juste pour le fun et sans prétention aucune, je lui ai donné 2 textes que j'avais écrits, dont un en langage d'oiseau, écrit en une soirée, genre en 2 heures peut-être. Et le mec m'a dit après lecture que j'avais de quoi me la péter, que j'ai du talent. Et ce que lui et d'autres mettent des mois à écrire, moi j'avais esquissé ça en 2 ou 3 heures, en une soirée quoi, à l'arrache, la veille au soir. D'ailleurs, je ne savais pas que je faisais... D'ailleurs, je ne... Ah, putain. D'ailleurs, je ne savais pas ce que je faisais en écrit parfois. Que je... D'ailleurs, je ne savais pas que ce que je faisais en écrit parfois s'appelait langage d'oiseau. C'est lui qui me l'a appris. Moi, je ne savais même pas que ça existait, ni que ça portait un nom. Et en plus, vu comment il était épaté que je sache écrire comme ça, que c'est une sorte de don, ça avait l'air d'être quelque chose d'hyper compliqué pour les autres. Moi, je ne comprenais pas, parce que c'est ma façon de penser naturelle. Quand j'entends des mots, je les entends découpés en d'autres mots.
Je dois d'ailleurs souvent me concentrer pour n'en garder que le mot de base en entier. C'était la première fois que j'accueillais les compliments sur ce que je faisais, et que je n'avais plus le sentiment qu'on cherchait à me faire plaisir à partir de la pitié. Pendant une soirée entière, j'ai ressenti l'euphorie de ces compliments, et que j'ai bien vu qu'il était sincère, limite avec un côté agacé par mes facilités, alors que lui c'était son métier, mais il a eu l'audace de dépasser son ego pour me dire ses compliments sur ce que je suis capable d'écrire. Je fais certes des fautes d'orthographe, grammaticales, de syntaxe, etc. Mais visiblement, ça n'entrave en rien la beauté de mes écrits. Heureusement que je n'ai pas attendu après l'école pour savoir écrire de façon récit, poétique, langage d'oiseau, ni d'acquérir les compétences de base orthographiques, etc. pour ensuite développer mon écrit. Je ne l'aurais jamais réalisé d'ailleurs, étant donné que je fais toujours des fautes d'orthographe, etc. Et que je me sens inculte et que je manque cruellement de vocabulaire. Je ne connais que très peu de mots que je qualifie d'élaborés ou savants. D'ailleurs, il m'arrive souvent que des mots me viennent et que je dois en vérifier leur signification avant de les mettre dans mes textes afin que ça corresponde bien à ce que je souhaite dire. Et puis, à l'école, j'avais des difficultés qui ont nécessité le redoublement du CE1, ainsi que des heures de soutien le soir. Non seulement l'école c'était chiant, et on m'en ajoutait des heures. Tout le monde pouvait partir en fin de journée, et moi et les autres qui avaient soutien, on devait en plus de ça rester 1 heure de plus certains soirs. C'est frustrant. En plus, on m'obligeait à écrire avec un truc sur le crayon pour bien le tenir, parce que visiblement, je le tenais trop bas. Et même si on ne m'avait jamais dit le vrai mot, j'étais dysgraphique. Mon Dieu, l'allure de mon écriture et de mes cahiers. Ça faisait brouillon, tant dans le graphisme des lettres que dans les ratures et aussi les pages chiffonnées. Les trous dans les feuilles parce que j'appuyais trop fort sur le crayon. C'était parfois semblable à du braille, quand ça n'atteignait pas l'étape des trous sur le papier. Puis il fallait aussi décrire, interpréter ce que je voyais sur des images et lire, etc. Au collège aussi, j'ai eu des heures de soutien, surtout en maths. Puis j'étais en 4e et des soutiens, ainsi qu'en 3e d'insertion. C'était adapté aux difficultés scolaires. Pareil que pour l'écriture, heureusement que je n'ai pas attendu de gérer le calcul mental, ni de savoir par cœur mes tables de multiplication que je n'ai jamais réussi à retenir. J'ai pourtant tout essayé, et même vers l'âge adulte, mais que nenni, ça n'a jamais fonctionné. Et le calcul mental, toujours galère aussi. Mais malgré ça, j'ai depuis très jeune eu un intérêt très fort pour l'astrophysique, l'univers, les planètes, la quantique, la physique. Et je comprends beaucoup plus facilement des concepts hyper complexes dans ces domaines, plutôt que les codes sociaux par exemple, ou que les maths, ou les choses basiques pour le commun des mortels. Je n'ai donc jamais fait de philosophie à l'école, et pourtant je suis, semblerait-il, grand philosophe par nature. Pareil, c'est en discutant avec des pointures dans ces domaines scolaires qu'on m'a dit que je faisais de la philosophie, sans le savoir, juste en exposant mes idées et ma perception des choses. C'est pour ça que je dis souvent que l'école ça ne sert à rien. Enfin, ça sert un petit peu quand même. Mais je veux dire, si j'avais attendu d'être capable de franchir les niveaux prédéfinis pour accéder à d'autres connaissances, ben ça serait bien triste, hein.
Merci mon côté téméraire, audacieux, malicieux. Merci mon cœur, mon instinct. Merci ma différence de ne pas du tout fonctionner comme les autres. Et comme me disait souvent ma mère, toi quand t'as un truc dans la tête, tu ne l'as pas ailleurs. Merci mon intuition. Merci moi. Et puis mon côté rien à foutre. Puis d'être en capacité de développer mes propres méthodes et mes propres capacités. En écrivant ces lignes ici et maintenant, je suis forcé d'avouer que je suis intelligent. En fait, c'est curieux ça. Pourtant, le monde autour de moi s'étant acharné à me décapiter et à tout faire pour m'ingérer le fait que j'étais nul, con, bête, insignifiant, insolent. Bon, ça c'était sûrement un peu vrai. Je dis acharné, mais ils n'ont pas eu besoin de s'y atteler si fort que ça. Je n'ai jamais eu confiance en moi, en mes capacités, ou un peu au début, avant même d'être en mesure de me poser la question. Mais voilà quoi. Moi, si téméraire, etc., comment ai-je pu laisser les autres voler ma confiance en moi, ternir mes capacités, me faire de l'ombre, me mettre dans l'ombre, me maintenir dans l'ombre, dans l'angoisse, dans l'incertitude, dans la servitude? Comment ceci a-t-il été rendu possible? Pourquoi j'ai fini par y croire, pire, finir par m'en convaincre et en faire une croyance limitante? Comment j'ai pu laisser faire ça? Bien sûr, quand je dis me rendre compte que je suis intelligent, je n'ai pas la prétention d'être plus intelligent que les autres. Ici, c'est juste en ce qui me concerne à mon juste titre. Ça n'est point comparaison.